Nous traiterons de la politique et du droit, des comparaisons internationales, en particulier Kathleen de Carbuccia, qui est à ma droite, qui est avocat international et présidente de l'Association des Américains de l'étranger, nous donnera son point de vue sur les différences entre le système français et le système américain. Rodolphe Biffot, qui est spécialiste de droit international, docteur et HDR de l'Université du Queensland en Australie, devrait nous rejoindre. L'Association des avocats franco-russes aussi. Mais nous allons commencer la conversation avant que ces derniers invités n'arrivent. Je suis donc Lise Cormery, docteur de l'Université de Paris 7 Denis Diderot. Cette visioconférence est possible grâce à Jacques Chatelot, qui est responsable des visioconférences Visio P7 Université de Paris 7, Bruno Bourret, responsable informatique de Visio P7, Gilbert Sol, qui est enseignant-chercheur d'Artemis, Université de Paris 7, Cyril Vassia, chef de projet. C'est grâce à ces personnes que nous sommes dorénavant sur le réseau informatique Artemis, qui est un réseau de l'Université de Paris 7, RAP, qui est un réseau de l'Académie de Paris, c'est-à-dire que toutes nos vidéos sont en ligne dorénavant sur le réseau des universités parisiennes. Et enfin, Renater, qui est un énorme réseau informatique qui réunit toutes les vidéothèques de recherche en Europe et dans le monde entier. C'est aussi grâce à Marie-Claude Vétréno-Soulard, professeure de l'UFR de sciences sociales à l'Université de Paris 7, que nous sommes là. Carrefour télématique, Aréar. Je vous rappelle que notre Assemblée générale aura lieu le 21 mars 2006. Je vais vous donner d'abord les nouvelles du mois. Comme vous pouvez le voir sur notre banc titre, les événements à suivre sont les du 10 au 19 mars 2006, la grande foire de Maastricht, une amie d'art et art qui vient nous voir de temps en temps et que nous apprécions beaucoup, Madame Gargalio, il y aura donc une exposition à la galerie Marvan Os. Pas très gros là, c'est lisible. Voilà. Qui fêtera le 25e anniversaire de l'année de création de la galerie Marvanos. J'en profite ici pour vous annoncer le 20e anniversaire de la galerie Art et Communication, qui aura lieu aussi le 23 mars prochain. Et je vous présente ici une amie d'art et art qui s'appelle Françoise Coustery et qui nous a envoyé cette belle photo du 9 cœurs des anges, icône. Son exposition aura lieu du 6 au 20 mars en l'église Saint-Sulpice. Enfin, exposition de Cosette Pataro, une amie d'art et art, qui expose au Crédit Agricole d'Île-de-France, 67 boulevard Saint-Germain, dans le 5e. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Et si vous le voulez bien, j'aimerais qu'aujourd'hui, exceptionnellement, comme on l'a fait pour le premier
art et art. Les amis présents se présentent. Alors on peut commencer peut-être par Anna. Je suis une amie de Lise. Oui, mais je surtout. participe pour la première fois à Réa. Je suis très heureuse de participer. Et entre-temps, je m'intéresse un peu à l'art. Et vous vous occupez d'une école assez... C'est l'école IESA. Et entre-temps, je dirige aussi des autres... Un peu plus fort. Et je dirige aussi un restaurant familial. Ah oui, Voilà. très bien. Et vous êtes aussi collectionneur d'art. Ça, Voilà. Cosette Pataro. Bonsoir, moi je m'appelle Cosette Pataro, je Donc, suis je rappelle. artiste et je viens m'enrichir à art et art. Et vous vous occupez du salon des copistes, c'est ça? J'ai été copiste au Louvre et Vous êtes occupé de l'organisation du salon des copistes. voilà, qui s'est passé en 2005. D'accord, et qui s'est passé à la mairie du 6e. C'est D'accord. ça. Très bien. Oui, François Dibron, je suis un ami de Bernard Bois, je suis curieux de nature, ce qui vaut ma présence ici. Je suis venu spécialement de Rennes pour assister au 3e anniversaire donc d'Art et Art. C'est très gentil, merci. Bonsoir à tous, moi aussi je suis très curieuse et je suis avant tout la fille de Monsieur Bernard Bois qui me parle beaucoup de Jussieu. Donc voilà, je viens ce soir pour la première fois. Très bien, la nouvelle génération, c'est bien. Alors Bernard Bois, trésorier d'Art et Art, qui va nous enrichir cette année, n'est-ce pas, J'espère trésorier d'Art et Art. que les temps futurs seront toujours aussi propices pour Art et Art comme depuis 3 ans, avec les rencontres des intervenants et un public de personnes souvent averties et curieuses de l'art. Et je pense que nous contribuerons entre les invités et les intervenants à un grand dialogue qui va se poursuivre. Voilà. Avant que je n'oublie, pour ceux qui sont présents, qui n'ont peut-être pas trop l'habitude, en fait, notre public est beaucoup plus hors de la salle que dans la salle. C'est un des paradoxes de ce symposium. C'est-à-dire que des personnes nous écrivent de pays, de tout pays, et parce qu'ils suivent ce symposium en ligne grâce aux nouvelles technologies d'Internet. Hein. Donc je les salue aujourd'hui et qui n'hésitent pas à nous écrire sur notre adresse email. On leur répondra toujours avec grand plaisir. Michel. Alors Michel Jean, ami de Bernard Bois, ancien assureur, cherchant toujours des clients en art. Et collectionneur quand même, hein? Mais toujours. Voilà, toujours parce que, oui, Bernard Bois est très modeste, mais il est aussi collectionneur et c'est un grand bibliophile et il est aussi critique d'art. Il a écrit un livre à Lerne, chez Lerne, édition Lerne, sur Émile Gourmand. Voilà. Oui, bonjour, je m'appelle Yvelita. Je le dis lentement parce que c'est compliqué. Moudjiri, je suis d'origine georgienne, française, née à Paris. Et j'ai rencontré donc Bernard Bois lors du vernissage de mon exposition. Et si je peins, et si toute démarche qui consiste à se rassembler pour donner un sens à ce que signifie d'une certaine manière l'art, c'est-à-dire une manière de lutter contre l'impossible, une manière de reculer l'inacceptable, une manière de rêver, puisque on peut dire un songe en échange d'un songe. Je crois que c'est Pindare qui le disait. Et donc votre démarche m'a séduite parce que vous mettez en relation des compétences différentes, mais cela crée des interférences, parce que c'est un travail d'équipe, et parce que ça fait sens, et parce que c'est l'art. Donc je vous remercie. Et vous exposez actuellement à quelle galerie? En ce moment, j'expose à l'espace Philomuse, qui crée des correspondances entre l'art et la musique. Et c'est un peu une expérience différente, mais que j'apprécie beaucoup, et je suis heureuse d'exposer là. Qui s'occupe d'artistes lyriques notamment. Qui s'occupe d'artistes au sens large, c'est-à-dire puisqu'on exprime en fait chacun à sa manière la même chose, c'est-à-dire une volonté de faire que ce monde fasse sens, et chacun à sa manière. Donc
La peinture est aussi une forme d'expression musicale, la musique est une forme picturale, et là on se rejoint. Et donc c'était très agréable, et ça continue à l'être jusqu'au 25 mars 55 et des Grands Augustins. Très bien. Nous aurions aimé avoir justement un chanteur lyrique à chaque area, mais c'est très très difficile. On a essayé depuis 3 ans de faire ça justement avec Philomuse, mais en fait, économiquement, ça s'avère impossible. Oui, Willy. bonjour, Willy Porlier. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les rapports de l'art et des nouvelles technologies. Et donc, je suis un ami de Art et Art. Willy Porlier est modeste, mais en fait, il a créé des sites pour la visioconférence, notamment à l'Université de Paris 3. Voilà. Et il est en train de faire un nouveau site pour Art et Art. Voilà. Bonsoir, je suis Catherine Porlier, la sœur de Willy, et je porte un grand intérêt pour tout ce qui tourne autour de l'art et des conférences de Lise qui sont très intéressantes. Voilà. Et votre métier? Je travaille à la Bourse de Paris. À la Bourse. Euronext. Très bien. Vous allez nous faire un tour de table pour qu'on puisse... Vous pourrez peut-être nous trouver des spécialistes de l'économie de l'art. Je ne plaisante pas que ça. Oui. Ce serait bien. Monsieur? Je suis Paul Lazaro, un professeur de New York. Et pour le moment, je aide mes collègues français à enseigner un peu la biologie cellulaire ici, à Paris. Et l'art m'intéresse beaucoup. Merci. Oui, Roger Lasselle, collectionneur, ami de Bernard Roy depuis le début de Art et Art. Amateur d'art éclairé. Amateur d'art. Jean-Luc Carbuccia. Oui, éditeur et néanmoins ami de Lise Cormery. Et voilà, je suis là comme simple élève. Et Jean-Luc Carbuccia a une maison d'édition extrêmement riche et intéressante, puisqu'il édite des livres, je dirais, très rares par la qualité. C'est-à-dire, ce n'est pas... Nous n'éditons que ce que nous avons envie de lire. Voilà. Et de relire. Voilà. Et nous sommes une équipe d'amis. Absolument. Mais je vous encourage vraiment à regarder le catalogue sur c'est éditionsdeparis.com. C'est ça, en un seul mot. En un seul mot. Édition plurielle. Voilà, parce qu'il y a un homonyme qui ne fait pas du tout la même chose, qui a pris le même nom à peu près. Donc édition avec un S de Paris minuscule.com. Et vous aurez le catalogue avec notamment ce qui m'a beaucoup marqué parmi les nombreux titres, hein, c'est l'analyse sociologique et religieuse du père Moussali. Le meilleur connaisseur de l'islam, voilà. Puisqu'il est théologien et qu'on ne peut pas connaître l'islam si on n'est pas théologien. Il ne suffit pas d'être sociologue, psychologue ou politologue. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est une analyse comparative de l'islam, du christianisme et du judaïsme, qui est extrêmement bien documenté. Mais c'est un des nombreux titres. Il y a aussi une nouvelle traduction du Nouveau Testament. Il y a le procès de Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses formidables. Donc, il y a toute une variété. Il est trop modeste, hein, mais il y a vraiment des livres très très importants. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et on va entamer des choses beaucoup moins drôles puisqu'on va s'occuper aujourd'hui on va faire une petite discussion avec Kathleen de Carbuccia puisque notre ami Jacques Fingerhut d'Art et Droit qui travaille au secrétariat du gouvernement au bureau du Premier ministre nous a dit il y a quelques minutes, enfin quelques petites heures qu'il ne serait pas là parmi nous aujourd'hui. Donc je vais vous parler tout d'abord avec Kathleen Carbuccia. Je vais vous parler peut-être de la notion de collection en France, puisque je vois qu'ici il y a beaucoup de collectionneurs, et qu'en fait, juridiquement, je ne sais pas si c'est le cas en France, aux États-Unis, en fait, il n'y a pas
juridiquement, en France, la collection n'existe pas. C'est une des petites anomalies de notre droit, et je voudrais vous dire quelques mots là-dessus. Donc, là où l'amateur voit une collection, le droit ne discerne que des objets épars. En fait, en France, la collection n'a pas d'existence juridique en tant que telle. Est-ce que vous savez si c'est le cas ou non aux États-Unis? Oui, c'est bon. Elle a certainement, il y a le concept de collection aux États-Unis, mais elle est tellement large que ce n'est pas un concept dont on parle. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose que vous appelez une collection, et si vous pouvez intéresser d'autres personnes à venir voir cette collection, quelle qu'il soit, la discussion s'arrête là. Elle est tellement large qu'on ne sait pas de le limiter en droit américain. En droit américain, oui, d'accord. Mais ça, pour comprendre ça, il faut comprendre toute la façon dont le droit américain traite fiscalement l'art. Parce que je pense que ce que tu vas dire, oui, c'est que pour avoir une collection, pour bénéficier de certains droits en France, il faut avoir une collection telle que définie par le droit français. Exactement. Alors, comme le droit américain est très différent, le problème de est-ce que vous avez une collection ou pas ne se pose pas dans le même sens. Tout à fait. Alors, ça, je cite donc un auteur qui s'appelle Monsieur Cohen. Il dit « Pourquoi notre système juridique demeure hermétique à un phénomène clairement identifié et pris en considération par une partie de la société ?» Alors, le dictionnaire l'a défini ainsi, la collection: réunion d'objets ayant un intérêt esthétique, scientifique, historique ou provenant de leur rareté. Si la réunion d'œuvres obéit à un intérêt esthétique, qui est habilité à porter un jugement de cet ordre? Seul le collectionneur avec ses critères subjectifs. Quel rôle le droit pourrait jouer dans la détermination de ce qui constitue ou pas une collection, puisque le jugement esthétique qui sert de critère est hors de la sphère juridique? Ne faudrait-il pas que les choix du collectionneur cessent d'être discrétionnaires pour être soumis à l'appréciation d'une instance extérieure? Par instance extérieure, c'est-à-dire instance de l'État, en l'occurrence en France. Perspective à donner le frisson aux collectionneurs et à d'autres, songeant par exemple au jugement esthétique que portèrent les juges du siècle dernier sur certaines œuvres littéraires. Dans sa sagesse actuelle, la loi, l'article L. 112.1 du Code de la propriété intellectuelle, protège les œuvres de l'esprit, quel qu'en soit le mérite, donc sans qu'il y ait à porter un quelconque jugement sur celui-ci. Il suffit à l'œuvre d'exister pour bénéficier de la protection légale. C'est assez gros, fait pour ceux qui peuvent voir à l'écran. C'est assez lisible. L'article L. 111.3 du Code de la propriété intellectuelle, en rappelant que la propriété incorporelle, c'est-à-dire le droit de l'auteur, est indépendant de la propriété de l'objet matériel. La tradition juridique française regarde les biens et les dettes de chaque personne comme un ensemble unique, le patrimoine indissolublement lié à cette personne, et rejette si catégoriquement toute dissociation du patrimoine de la personne que la dichotomie réalisée en 1985, puisque cette notion juridique n'a vu le jour qu'en 1985, ne l'a été qu'en qualifiant de personne morale le nouveau sous-ensemble ainsi créé. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui a une collection peut avoir toutes sortes de personnes morales dans laquelle elle peut être associée. Et dans ce cas-là, la notion de patrimoine est une nouvelle notion qui a vu le jour en 1985, et peu de personnes en France ne sont conscientes de ce changement radical juridique. Le patrimoine est donc conçu comme un prolongement de la personne qui en est titulaire.
Si la collection pouvait être rapprochée de façon pertinente d'un ensemble reconnu par notre droit, ce serait sans doute du fonds de commerce qui rassemble des objets de nature différente, stock, matériel, clientèle, et peut être cédé dans son entier ou par élément. Encore ne pourrait-il s'agir que d'un rapprochement, non d'une analogie, car l'institution du fonds de commerce diffère trop radicalement par sa finalité de celle que l'on peut assigner à une collection. Peut-être, en définitive, n'y a-t-il pas place pour un concept juridique de collection. Après tout, cet autre ensemble qu'est le bouquet de fleurs n'est pas une notion juridique. Cela ne l'empêche pas d'être identifié, de remplir les fonctions qui sont les siennes, c'est-à-dire d'apporter de la beauté. L'impossibilité de donner une définition juridique de la collection laisse nécessairement le collectionneur à l'orée du droit. Le juriste pressent pourtant, comme les autres, tout ce que le collectionneur apporte tant à ses contemporains qu'aux générations futures. Mais la valorisation de cet apport par le corps social étant récente, diffuse et ambivalente, il est compréhensible que la règle de droit, qui ne se forge qu'après coup, soit encore inapte à l'appréhender. Nous allons parler peut-être du droit de préemption de l'État français. Alors, est-ce qu'il y a un droit de préemption aux États-Unis? Il n'y a pas, à ma connaissance, un droit de préemption aux États-Unis. Je dois dire que le droit de l'art n'est pas ma spécialité, donc ce que je vais vous dire ce soir, ce n'est que des grandes lignes qui touchent le droit de l'art, mais le droit de préemption de l'État, à ma connaissance, je ne l'ai jamais vu exercer. Et il me semble qu'elle serait contraire à un aspect important de la culture américaine, qui est le droit de la propriété privée. Le droit de préemption existe naturellement pour préempter un terrain, pour faire un chemin de fer, etc. Mais dans le domaine de l'art et de l'Antiquité, j'ai jamais, à ma connaissance, il n'est pas possible pour l'État d'empêcher quelqu'un de vendre à l'étranger une antiquité ou une œuvre d'art qui lui appartient. Oui, de toute façon, à mon avis, c'est même une notion antidémocratique, si on parle en termes politiques. En tout cas, c'est anticommercial. C'est anticommercial au sens économique et c'est antidémocratique au sens politique, en fait. Hein. Mais c'est vrai que en France, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manipuler les comparaisons internationales, on trouve normal le droit de préemption de l'État. Alors, le droit de préemption, tout d'abord, pour préciser, sont les interdictions d'exporter certaines œuvres, comme on le dit ici, à cette nuance près que l'application de ces mesures est envisagée œuvre par œuvre. Hein. Ce qui se passe aux États-Unis, quand une communauté, une municipalité, etc., veut garder une œuvre qui autrement sera ou détruite, ou déplacée, ou vendue, c'est tout simplement qu'ils essaient de lever des fonds pour l'acheter. Oui, c'est ce qui se passe aussi en France, mais c'est beaucoup plus strict. Il y a comme ça des grandes galeries de tableaux qui sont des héritiers, qui ont des collections très impressionnantes, notamment d'impressionnistes, et qui ne peuvent absolument pas les vendre à l'étranger, et qui en même temps, dont les musées ne veulent pas. Hein. Donc c'est assez compliqué. On a aussi le cas d'une galerie assez connue à Paris, Rive Gauche, qui a donné à l'État un monnaie qui valait, je crois, je ne sais plus si c'est en euros ou si c'est en... Excusez-moi, je crois que c'est 60 millions. Et le propriétaire de la galerie a eu la Légion d'honneur. Et lors de la remise de la Légion d'honneur, il a dit au président de la République, que je ne citerai pas, je vous offre un monnaie de 60 millions d'euros et en échange, vous m'envoyez le fisc. Et maintenant, vous me donnez une Légion d'honneur.
Où en sommes-nous? Il aurait bien aimé savoir où il en était. Ce sont un peu les paradoxes qu'on a en France avec la notion de collection, de collectionneur. Et mais ouais. voilà, parce qu'en effet, sauf erreur de ma part, cette galerie d'art, de toutes les façons, n'aurait pas pu faire sortir le tableau de France. Il y aurait eu un droit de préemption. Donc, elle n'avait pas le choix. Elle devait donner ce tableau. Je pense que la liberté aux États-Unis du voyage des œuvres d'art fait que des grandes collections connues dans le monde entier, comme la collection Archtoul ou Jojewicz, qui étaient les plus grandes collections de peintres l'école de Pont-Aven, l'école symboliste, c'est des collections qui ont été réalisées par des Américains, par des gens qui avaient une liberté de voyager et de marchander les œuvres d'art. Je pense que la politique est tout à fait différente en France, où elle est très restrictive. Et Josefovitz, vous parlez, celui qui avait les grands Gauguin, là, oui. Qui vit en Suisse. Qui ont prêté d'ailleurs les plus grandes expositions. Mais d'ailleurs, maintenant, tout est aux États-Unis, justement, sa collection de Gauguin. Oui. Oui. Ceci dit, il faut noter que les Américains, comme les autres pays de l'Occident, reconnaissent les droits de préemption des autres États. Et donc, il y a une entente internationale qui fait que si jamais une œuvre arrive aux États-Unis, alors qu'il y a une préemption ou une sorte de droit sur cette œuvre par un autre pays, les Américains respecteraient ce droit, parce que sans ces coopérations internationales, rien ne marchera. Oui, c'est vrai. Alors, pour continuer sur le sujet de la collection, les collections de particuliers et d'entreprises enrichissent l'État, car en finale, les collections le plus souvent reviennent à l'État. C'est tout du moins ce qui se passe en France. C'est un petit peu aussi ce qui arrive aux États-Unis, même par un autre système. Lorsque des collectionneurs donnent leur... par exemple, on parle des loaders, par exemple, aux États-Unis, qui donnent à des musées. Mais dans ce cas-là, ça n'est pas l'État, c'est un musée. Le phénomène du don est très important aux États-Unis. On peut en parler plus en détail tout à l'heure, mais elle est fortement encouragée par la fiscalité américaine. Sans les dons en argent, en œuvres et en biens à des musées, à des fondations, etc., il n'y aurait pour ainsi dire pas d'activité artistique aux États-Unis, parce que l'État fédéral ne représente que 2% du total du financement de l'art aux États-Unis. Et l'agence qui est le plus important au niveau fédéral, ne représente que la moitié de ça, c'est-à-dire 1%, 100 millions de dollars par an. Et ça, c'est pas seulement pour l'art, mais pour tous les arts, pas seulement les arts plastiques, mais tout. Excusez-moi, est-ce que le don est illimité en termes de... Willy, oui. C'est allumé? Oui. Est-ce que le don est illimité? C'est-à-dire qu'en France, on peut faire des donations dans la mesure d'une certaine somme. Est-ce que aux États-Unis, il y a une somme définie ou non? Pas à ma connaissance, non. Enfin, il y a eu des dons énormes. Vous voulez dire, est-ce que l'avantage fiscal joue à tous les niveaux? À ma connaissance, oui. C'est-à-dire, au niveau fiscal, pour $1 donné, la personne a une réduction d'impôt entre 28 et je crois que c'est 40%. Et à ma connaissance, il n'y a pas de limite. On a invité comme ça ici, si vous voulez regarder la visioconférence, une personne, c'est grâce à elle que j'ai rencontré Kathleen et Jean-Luc Carmuccia, Pat Clark. On l'a invité, c'est une visio, sauf erreur de ma part, qui était en juin 2003, qui s'appelle Sauvegarder l'art, où elle explique justement, c'est une personne qui a voyagé dans le monde entier, elle a acheté des œuvres d'art dans le monde entier, d'artistes vivants, hein, et elle a pu créer un musée dans l'Iowa, d'où elle est originaire, et en fait, toutes les œuvres qu'elle a acquises ont été dûment déduites fiscalement. C'est-à-dire que c'est très intelligent, parce que ça enrichit le patrimoine artistique du pays, et en plus, elle a été accueillie sur un très beau campus universitaire, où elle nous a montré un très beau musée
qui abrite sa collection. Donc ça va très loin, c'est-à-dire le système va très très loin, puisque tous les rouages de la société concourent à la mise en valeur et à l'enrichissement du patrimoine américain. Et d'ailleurs maintenant, quand on y va, je dois vous dire qu'en l'espace de 20 ans, on est tout à fait surpris par la qualité de niveau de l'art aux États-Unis, c'est-à-dire que les artistes peintres même, les artistes peintres vivants, sont d'un niveau exceptionnel. Alors qu'il y a 30 ans, on pouvait croire que l'Europe avait de bien meilleurs artistes. Ce n'est plus le cas. On est non seulement distancé par le patrimoine artistique, mais aussi par l'art, ce que j'appelle l'art en marche. C'est-à-dire que même l'art en marche s'est renforcé du fait de, à mon avis, tous ces rouages de la société qui concourent et qui fonctionnent. Même au niveau de l'enseignement, par exemple. On avait vu ça avec UCLA, par exemple, il y a un très très bon enseignement artistique. Là, si vous permettez, je vais vous parler un petit peu du système de la dation et du système de la donation, qui n'est pas très clair aussi pour la plupart des personnes. Alors, c'est une loi du 31 décembre 1968, sous le ministère Malraux, qui a dérogé au principe du paiement en espèces des dettes, entre guillemets, je dirais plutôt, envers l'État, et qui autorise tout héritier donataire ou légataire à acquitter tout ou partie de ses droits de succession en remettant à l'État des œuvres d'art après évaluation et agrément d'une commission spécialisée. C'est-à-dire que vous savez, en France, les droits de succession sont très très importants. Il y a des pays comme l'Italie, mais peut-être qu'Anna est au courant, non? Voilà, parce qu'en Italie, il y a un droit des successions qui est très très intéressant, un peu à l'image du Canada, qui fait que maintenant... Voilà. Tu diras, vas-y. Oui. En Italie, par exemple, alors? Jusqu'à maintenant, il y a eu 0 de pourcentage pour les droits de succession. C'est-à-dire que vous pouvez transférer à vos enfants tout ce que vous voulez. Mais maintenant, avec le nouveau gouvernement qui doit se refaire, parce qu'il y a les élections dans le mois de mai, peut-être ça va changer. C'est-à-dire que sous Berlusconi, les droits de succession, ils ont été abolis. Voilà, c'est que Berlusconi a repris le système canadien. Le système canadien est un système extrêmement intéressant pour justement enrichir le patrimoine, puisque, sauf erreur de ma part, les successions entre parents et enfants, et entre frères et sœurs, sont totalement exonérées de droits de succession. C'est ainsi que de grandes collections, justement, ou de grandes richesses vont se réfugier dans ces pays-là pour ne pas voir des patrimoines mis en morceaux et finalement perdus parce que tout l'argent revient à l'État, si vous voulez. Hein. Donc, comme dit Anna, cette loi va être mise en jeu puisque c'est Berlusconi qui l'avait... Berlusconi, à partir de quelle année il était en Italie? 2001. Donc Berlusconi est arrivé au pouvoir en 2001, donc c'est 5 ans, tous les 5 ans en Italie. Oui. Voilà. Donc c'est là qu'on voit à quel point le politique peut jouer un rôle important. Dans le même ordre d'idées, je vous dirai juste un mot sur les assurances, puisque nous avons ici 2 spécialistes de l'assurance avec Michel Jean et Bernard Bois. Ça m'avait beaucoup frappé en faisant des recherches juridiques sur le droit de l'art pour comprendre la vie du collectionneur en France. C'est qu'il y a une loi de 1982, sauf erreur de ma part, qui avait décidé que, voilà, depuis 1981, une obligation de déclaration aux services fiscaux, c'est-à-dire à Bercy, des noms et coordonnées des clients avait été soumise et rendue obligatoire aux assureurs qui avaient souscrit un contrat d'assurance de bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 15 000 €. Ça, c'est en 1981, date symbolique, pour voir comment le politique peut changer les choses. On le voit avec Berlusconi, par exemple, en Italie, comme Anna nous le dit. Et là, donc, en 1981, les assureurs étaient obligés de donner le nom des personnes qui avaient plus de 15 000 € d'œuvres d'art chez eux.
ou de bijoux seulement. Seulement 15 000 euros. Hein. Alors, voilà, comme dit Michel Jean, des délateurs obligés. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en fait, personne ne le savait. Il n'y avait que les assureurs. Non, les assureurs. Mais j'avais interrogé les assureurs. Les personnes qui avaient assuré leurs biens n'étaient pas informées, à moins de lire les journaux spécialisés. D'accord? Il y avait un double jeu. Voilà. Alors, appuie. Alors. Il n'a pas intérêt à dire au client qu'il va être coincé par le fisc s'il nous déclare une valeur supérieure à un chiffre dedans. Mais je suis d'accord, complètement. C'est-à-dire que l'assureur... Et puis moi, je tiens à faire une affaire. Hein. Voilà, mais je comprends très bien. Donc l'assureur, comme dit Michel Jean, n'allait pas informer son client qu'il fallait surtout pas prendre une police d'assurance au-dessus de 15 000 euros parce qu'il perdait son contrat d'assurance. Mais en même temps, il était obligé par l'État de donner le nom de celui qui était assuré. Voilà. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis le 27 mars 2004, les assureurs bénéficient d'un assouplissement de l'exercice de leur activité. Article 29 de l'ordonnance 2004-281 du 25 mars 2004. Il faut savoir tout ça, bien sûr. Hein. Abrogeant l'article 1649 ter G du Code général des impôts. Et on dit ici que les assureurs espèrent progressivement une meilleure adéquation des contrats aux biens assurés. Parce que bien évidemment, tous les collectionneurs qui ont été mis au courant de cette législation n'ont plus du tout assuré leurs œuvres d'art en France. Ils les ont beaucoup assurées en Angleterre. Ou pas du tout assurées. La plupart des collectionneurs faisaient assurer. Donc, vous voyez comment le politique peut jouer un rôle incroyable. Oui. Est-ce que ça existe, ça, aux États-Unis? Non, pas à ma connaissance, non. C'est pas possible. Non. Enfin, il n'y a pas d'impôt sur la fortune aux États-Unis, donc l'État n'a aucun intérêt. Roger, excusez-moi, on vous entend. Roger Lasselle. Roger Lasselle, je vous prie de m'excuser, mais on vous entend en même temps que Kathleen. Donc je demandais à Kathleen, est-ce qu'on n'a pas ça aux États-Unis? Il n'y a pas de motivation même, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Oui. Donc l'État américain n'a pas d'intérêt à savoir combien vous avez de tableaux. Puisque son intérêt, c'est au contraire qu'il y ait une effervescence artistique et qu'il y ait une effervescence économique. Donc c'est un autre... Mais tout à l'heure, j'ai parlé de l'incitation fiscale en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, mais il y a aussi une incitation fiscale en ce qui concerne l'impôt sur la succession. C'est-à-dire des donations sont exonérées de l'impôt fédéral, les impôts sur la succession. Et il y a toutes sortes de variantes, c'est-à-dire quelqu'un peut donner quelque chose de son vivant, en profiter, obtenir un avantage fiscal tout de suite, et puis, à sa mort, cet objet ou cette collection passerait à un musée, par exemple, ou à une fondation. C'est ce que fait Pat Clark, en fait. Oui. Voilà. Oui. Et est-ce qu'on peut le faire? On ne peut pas le faire pour ses enfants. Il faut le donner, donc, à un musée, à un établissement. On peut créer ce qu'on appelle des fondations familiales, où tous les membres du conseil d'administration font partie d'une même famille, mais c'est limité dans le temps. Et vous avez une idée de la limitation dans le temps? Je crois que c'est le vivant des membres du conseil d'administration. Oui, parce que là, on s'était interrogé justement sur comment sauver certaines œuvres d'art, notamment les bâchés, qui sont venus le mois dernier, pour savoir comment sauver leur œuvre, puisqu'en fait, les enfants, les petits-enfants ne veulent absolument pas s'en occuper, et bien qu'ils aient eu l'exposition la plus longue avec Pablo Picasso au MoMA de New York, il se peut que leur œuvre disparaisse parce que, mis à part une salle au musée de Madrid, il n'y a à l'heure actuelle aucune possibilité de donner les œuvres, hein, parce que le système de la fondation en France est trop restrictif. Je pense à ce propos que la liberté qui existe aux États-Unis, c'est tout à fait notoire de voir dans les grandes expositions, lorsqu'il y a des catalogues comme l'exposition Gauguin ou l'exposition Matisse, aux États-Unis, les prêteurs mettent leur nom. En France, il y a toujours la crainte du fisc et on met prêteur anonyme ou collection privée parce qu'il y a la crainte du fisc. Donc il y a aussi ce poids du politique dans la vie quotidienne et dans le prêt d'œuvres.
Tout à fait. Et c'est préjudiciable, à mon avis, au système globalement. On citait même le cas d'un fondeur, un fondeur de sculpture, qui était installé à la frontière espagnole. J'avais écrit ça dans je crois, écrit Majoral Nouvelles Technologies, je ne sais pas, 2002 ou 2003, je ne sais pas quelle année. Donc c'était un témoignage qui calculait qu'entre aller faire fondre en France une pièce, mettons 90 €, on va dire, au Portugal, ça lui revenait à 30 €, et en Espagne, de l'autre côté de la frontière, ça lui coûtait 60 €. Et il disait qu'il avait choisi l'Espagne. Pourquoi? Non pas parce que c'était moins cher, mais parce que le fisc de là-bas n'était pas inquisiteur, mais qui faisait son travail de conseiller, c'est-à-dire qu'il informait le contribuable et ensemble, il faisait des déclarations. Il n'y avait pas cette fonction qui fait que... C'est vrai qu'en France, les gens ont très peur, et pour cause d'ailleurs. On l'a vu avec plusieurs arrêts droits ici. On a pu voir que, par exemple, et c'est M. Jacques Fingerud qui nous l'avait confirmé, il n'y a aucune formation dans les écoles des impôts à l'art ou à ces notions, aux notions culturelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours dans ce domaine. Il n'y a aucune spécialité dans ce domaine. Ce qui fait qu'un inspecteur des impôts n'a aucune possibilité de juger à bon escient. C'est un peu le problème, par exemple, de la collection qui est évoquée juste avant. La notion de collection, en droit français, n'existe pas. Donc l'inspecteur des impôts doit inventer un peu comme il peut quand il redresse quelqu'un. Mais avec l'Université de Lyon qui vient de créer un diplôme spécialisé sur l'art et le droit, je pense que les mentalités vont peut-être bouger un peu sur le plan administratif. Qui vivra verra. Qui vivra verra. Alors, on va peut-être continuer sur le système de la nation, à moins que Kathleen ait quelque chose à dire. Je voulais juste dire qu'il ne fallait pas croire trop que le système américain, qui est fortement incité par les questions, pour des raisons fiscales, ne marche que à cause des questions fiscales. Le fait est que dans ce système extrêmement éclaté, parce qu'elle fonctionne au niveau municipal, régional, de l'État fédéral, etc., des familles, des sociétés, etc., quand quelqu'un fait, il y a un autre aspect très important, c'est que quand une entité ou un collectionneur fait un don, il le fait très souvent à condition que ça provoque ou inspire des donations supplémentaires. Et il y a dans le système de financement de l'art aux États-Unis cette idée que de germer, de semer, je vous donne 100 si vous trouvez 100, ou je vous donne 50 si vous avez, ou je vous donne un crédit d'impôt de temps, mais il faut trouver chez des sociétés une somme comparable ou plus. Et l'agence la plus importante au niveau fédéral pour les dons, qui s'appelle le National Endowment for the Arts, estime que quand ils donnent 1, c'est multiplié par 7. Parce que ils inspirent confiance avec leurs dons et ils font connaître l'œuvre ou le musée ou l'artiste par ce choix. Et ça a tendance à faire boule de neige. En tout cas, dans la société américaine, c'est quelque chose qui marche très fort. Alors que en France, avec cette énorme importance de l'État, qui donne beaucoup de stabilité et qui a certains avantages, et il n'y a pas ce concept de je vous donne ceci pour qu'est-ce que vous allez faire vous. Est-ce que ça viendrait de l'aspect, l'esprit plus communautaire? Il y a une notion beaucoup plus de communauté aux États-Unis, alors que nous, en effet, c'est un étatisme qui a toujours été, c'est historique. Peut-être dans beaucoup de cas, parce que les localités, les municipalités sont très importantes dans ce domaine. Aux États-Unis? Oui. Les concerts, les musées locaux, c'était la même chose pour notre amie commune. Elle a fait un don d'une collection et eux, ils ont trouvé le lieu. Voilà, qui est magnifique en plus, qui est un très beau lieu. Hein. Donc, que vous pourrez voir sur le site, donc je vous le répète, juin
Non, elle était venue en septembre plutôt. Elle est venue en septembre 2003 avec Reine-Marie Paris qui a fait le catalogue raisonné de Camille Claudel. Et donc c'était dans le cadre des archanges, je crois. On regardera tout à l'heure. Donc on revient à la dation. Elle a permis, depuis 68, accompagner parfois, il est vrai, d'âpres négociations entre héritiers, d'une part, et représentants de la puissance publique, d'autre part. Faut-il souligner, on le répète, que la transaction a trait au droit de succession. Elle a permis quand même l'entrée dans les collections nationales d'œuvres exceptionnelles. L'une des dernières en date est la fameuse Origine du monde de Gustave Courbet. Origine du monde, pour la petite anecdote, qui a été achetée par notre ami Pierre Granville, dont l'épouse Florence Granville est venue ici témoigner de la collection qu'ils ont donnée à l'État français. Puis ils ont fait 4 donations. C'est une œuvre incroyable en fait qu'il avait vendue à Lacan. Hein, tout le monde la connaît. Pardon ? Il le cachait. Qui le cachait dans un petit placard, ça c'est l'anecdote. Mais l'intéressant de l'histoire d'ailleurs, vous le trouverez aussi dans les actes d'Aréard sur les collectionneurs, c'est que ce tableau en fait avait été acheté par un Hongrois. Ça c'est la petite histoire que peu de gens connaissent parce que ce sont les mémoires de Pierre Granville qui m'avait dicté. Le tableau avait été acheté à un Hongrois qui l'avait acheté directement à l'atelier de Gustave Courbet. Il avait été volé parce que c'était un juif hongrois en 39-45. Après la guerre, il a retrouvé ce tableau et donc il l'a vendu à Pierre Granville qui l'a vendu à Lacan. Et 3 semaines avant qu'on annonce au musée d'Orsay que le tableau était donné, Pierre Granville me dictait ses mémoires et quand je lui posais la question « Mais à qui l'avez-vous vendu ?» Il n'a jamais voulu répondre. Vous voyez, j'ai même les dates. Mais 3 semaines plus tard, on apprenait que c'était à Lacan. Parce que le collectionneur en France a le goût du secret et pour cause. Il est obligé. Est-ce qu'en Amérique, il y a autant de réserves pour l'art, autant de concerts, de mise en concert, des tas d'œuvres n'apparaissent pas au public en France? Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'en Amérique, c'est plus libre, c'est plus les... Oh ben, je suis sûre que dans les grands musées, il y a quand même des réserves qui ne sortent pas, parce que comme dans tous les musées du monde, il y a plus de réserves que de places d'exposition. Mais il y a énormément de petits musées un peu partout aux États-Unis. Et, enfin, en plus, vous savez, les Américains n'ont pas une grande histoire. Leur histoire remonte à un peu plus de 200 ans. Oui, mais... Et donc, ce qu'ils ont dans les réserves est assez récent. Voilà. Mais c'est pas comme ça en Alors, France. c'est pas de la consommation, c'est de la consommation. Oui, mais tu parles, je crois qu'on parle de 2 choses différentes. Il y a, là, ce que j'évoquais, c'était la collection du privé. C'est la question que tu posais, non? Oui, non, mais le collectionneur privé qui ne veut pas qu'on sache qu'il a. Oui, mais ça, oui, Voilà. il y a ça, mais Alors en plus, que Kathleen nous parlait l'art en France est en réserve. Voilà. Qu'on ne voit pas parce On ne voit que Voilà. parce qu'il n'y a pas assez de place, ou assez de temps, parce que les conservateurs ne le font pas tourner. Non, mais il y a des tas d'œuvres dans les banques, hein. Non, c'est que vous parlez de 2 choses différentes. Ah, d'accord. Michel Jean parle des collections que les privés ne montrent pas par peur du fisc et aussi de la malveillance globale parce Aussi, qu'on n'aime pas les gens riches. Alors qu'aux États-Unis, ils ont intérêt, et du vol, alors qu'aux États-Unis, ils ont intérêt fiscalement à dire qu'ils ont des œuvres. Donc c'est 2 aspects différents de traiter là. Il y a quelques collectionneurs qui préfèrent rester discrets pour des raisons personnelles, mais c'est pas la règle. Alors que nous, c'est la grande règle. Alors, la question que je vais vous poser, c'est dation ou donation. C'est pas évident d'ailleurs de voir la différence. Alors, donc le 31 décembre 1968, Malraux est ministre de la Culture du général de Gaulle, et c'est lui qui va signer une loi qui porte à la fois sur la dation et la donation. Dans l'article 1er, il exonère les donations de droits de mutation. Dans l'article 2, il réintroduit le concept ancestral de dation. De ce fait, il rompt avec la tradition de l'État moderne qui veut que l'impôt se règle en numéraire. Il tolère, mais à titre exceptionnel, la notion de règlement de droit en nature sous forme de remise de biens meubles, d'œuvres d'art et d'objets de collection. Il stipule que la procédure de dation s'applique au paiement des droits de succession dus
par tout héritier, donataire ou légataire. Le 25 janvier 1973, une décision ministérielle étend la procédure au cas des donations-partage d'ascendants. La loi de finances de 1982 élargit la dation aux droits dus sur toutes les mutations à titre gratuit, ainsi qu'au recouvrement de l'impôt sur les grandes fortunes. Les biens susceptibles d'être offerts en dation sont des œuvres d'art, livres, objets de collection ou documents de haute valeur artistique ou historique. Pas d'œuvres de tout venant, mais des biens dont l'entrée dans les collections nationales participe à la conservation du patrimoine national. Alors, la définition d'une dation. En droit civil, une dation signifie dation en paiement ou exécution de l'obligation par la remise au créancier d'un objet autre que celui qui est dû à la suite d'un accord passé entre le créancier, dans notre étude ici de cas l'État, et le débiteur, dans notre étude ici le contribuable collectionneur d'œuvres d'art. Alors, de la dation en 7 étapes. Il y a une procédure que je vais essayer de vous faire la plus rapide possible. Première étape, l'offre est déposée par le contribuable au bureau des impôts, bien entendu dans les délais prévus par la loi, qui sont un peu restrictifs. Celle-ci indique la nature et la valeur de chacun des biens. Souvent, l'offreur doit se faire aider d'experts de son choix pour en fixer le montant. Deuxième étape, c'est le parcours du combattant en quelque sorte. Le dossier est examiné par le ministère du Budget. Il vérifie que le proposant est propriétaire des biens offerts depuis au moins 5 ans. Délai légal où le fisc ne peut plus faire de recherche. Troisième étape, l'offre est transmise à une commission d'agrément interministérielle de 5 membres. En 1995, la commission est composée de... Plus fort, tu l'as appuyé. Benoît Landé, on disait. Parce que Benoît Landé est un des intervenants que nous aimons beaucoup ici, parce que c'est un chercheur d'art, expert, qui est plus ou moins apprécié de l'institution, mais qui est le fils de l'ancien directeur des musées de France, qui connaissait donc absolument tout ce qu'il y avait dans les musées, et qui lui va à contrario de ce qui se fait dans les musées. Donc la commission était composée de 2 personnes du ministère des Finances et du Budget, de 2 personnes, d'ailleurs, vous voyez, regardez, Pierre Lemoine et Hubert Landé, ministre de la Culture, et Jean-Pierre Changeux, là on se demande pourquoi d'ailleurs, en quoi il peut être spécialiste en art, nommé par le Premier ministre. Elle doit s'assurer de l'importance patrimoniale des biens proposés, consulter le ou les organismes compétents en matière d'acquisition de biens culturels. Alors là, c'était mon petit commentaire qui n'est pas très gentil. On peut s'étonner quand on sait comment les conservateurs de musées français ont pu acquérir en 1939-45 des œuvres volées aux Juifs et autres citoyens jugées non politiquement correctes par l'État français. Je vous renvoie au livre d'Hector Feliciano, Le musée perdu, le musée disparu, qu'on a évoqué ici plusieurs fois, qui est un livre remarquable. C'est un journaliste américain, c'est ça, qui a fait une grande enquête sur les l'art volé en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, 4e étape, parce vous pouvez lire sur l'écran, mais 4e étape, la commission d'agrément consulte les banques de données de l'État et répond sur 1. L'authenticité des œuvres, 2. L'intérêt historique, 3. L'intérêt artistique, 4. L'existence d'œuvres similaires dans les collections nationales, 5. L'existence de possibles lieux de dépôt. Il faut savoir que, par exemple, la donation Granville, qui est constituée de plusieurs milliers d'œuvres d'art, avec notamment la plus grande collection de Nicolas de Staël, puisqu'il achetait Nicolas de Staël quand personne n'en voulait, Vieira da Silva quand personne n'en voulait, Delacroix quand plus personne n'en voulait. Enfin, c'est une collection qu'on fait en 4 heures, pas de charge, vraiment une collection magnifique. Le problème était en effet de ne pas trouver de possible lieu de dépôt. Ce n'est qu'après plusieurs années qu'on lui a trouvé le musée des Beaux-Arts de Dijon, où elle se trouve toujours, mais où beaucoup de conservateurs, d'ailleurs, aimeraient la déloger, pour vous dire. C'est difficile de trouver des lieux de dépôt. Numéro 6, la valeur libératoire.
qui a pour effet de libérer d'une obligation d'une dette, donc la valeur libératoire proposée comparée au prix atteint par des œuvres de même nature sur le marché international. La confrontation des sources permet de juger de l'importance patrimoniale et de la valeur libératoire de l'œuvre. Le but ultime est que par cette enquête, la dation se réalise à un juste prix, afin que le trésor public ne soit pas lésé et que soit respecté le principe fondamental de l'égalité des citoyens devant l'impôt. Je rire à ce sujet, mais enfin bon. Cinquième étape, le ministre de la Culture accepte ou refuse son accord au ministre du Budget. Sixième étape, la décision finale appartient au ministre du budget. Comme vous le savez, en France, c'est toujours le ministre des Finances qui décide. Septième étape, le généreux contribuable peut accepter ou refuser la proposition de l'État. Voilà. Donc c'est un peu le parcours du combattant, si on veut faire ça. Alors, des dations en France de 1972 à 1994, quelques chiffres. 361 dossiers ont été déposés pour agrément. 201 agréments ont été donnés pour 160 refusés. Le nombre d'agréments varie d'une année à l'autre de 3 à 23. Le total cumulé est de 1,8 milliard de francs. Je suis désolée, je n'ai pas fait, ça en euros. Les chiffres fluctuent de 1 à 10, parfois de 1 à 100 œuvres, je pense, non. 1 à 100 demandes d'agrément d'une année sur l'autre. Ces chiffres fluctuants s'expliquant bien entendu par le côté toujours imprévisible des dations. Alors, pour ce qui est de l'art vivant, c'est un sujet souvent évoqué, par comparaison, je parle ici souvent d'art mort par comparaison avec l'art vivant. Jean-Pierre Changeux, président de la commission en 1995, déclare que l'État n'accepte pas de dation en art vivant car, selon lui, la commission s'est toujours opposée à la prise en considération d'œuvres d'artistes vivants, évitant ainsi d'intervenir sur le marché. Nous ne sommes pas ici tout à fait d'accord, puisqu'il semble que depuis 1984, et même depuis 1959, l'État intervient énormément sur le marché, puisqu'il achète même que des artistes cotés. Donc il y a deux discours. C'est la raison pour laquelle je me suis permis d'ajouter, pourtant depuis plusieurs années, les faits prouvent que l'État fait le marché comme le salon faisait le marché au XIXe siècle. Alors, quelques mots sur des dations en art mort. Alors, l'art moderne et l'art contemporain ont très largement bénéficié de la procédure des dations. 1972, Poliakov, avec 9 compositions abstraites. 1978, la succession de Jean Matisse, Cézanne. 1979, la dation Picasso, qui est de loin la plus importante depuis des années. 1982, Max Ernst. 1983, Matisse. 1985, Lam. 1985, Paul Strand. 1984, Jean Eiffel. 1986, Singier. 1985, Dubuffet. Ce qui est étonnant, parce que comme vous le savez, Dubuffet, de son vivant, a vu ses donations refusées par 7 fois. Et c'est la raison pour laquelle, principalement, les œuvres de Dubuffet sont en Suisse. 1986, Giacometti. 1988, Chagall. 1989, Lindner. 1989, Hubac. 1989, Lorjou. 1990, Jacqueline Picasso, veuve de Pablo. 1991, Hélion. 1991, Pierre Matisse, suivi de la dation de 1993. 1992, De Gotex. 1993, Vieira da Silva. 1993, Man Ray. 1994, Derain. 1995, Martin Barré. 1995, John Mitchell. 1995, Mancier. Alors, une petite définition et après on va passer aux questions-réponses parce que je ne veux pas trop vous ennuyer avec trop d'informations un peu arides. Alors, la donation, pour différencier, c'est l'acte par lequel une personne lègue son contrepartie
un bien à quelqu'un, à une association ou à l'État. En droit civil, c'est une convention par laquelle le donateur, le collectionneur, se dépouille actuellement et irrévocablement d'un bien en faveur du donataire, en l'occurrence l'État, qui l'accepte sans contrepartie correspondante. Voilà. Alors, je pourrais vous parler de donation, la donation Girardin, mais je pense qu'il serait plus intéressant de faire les questions-réponses. Peut-être parler du projet qui a capoté avec le projet Pinault, oui. Qui était une des plus grandes fondations sur le lieu de l'usine de Billancourt. Tout à fait. Et qui, maintenant, cette collection est partie en Italie. Voilà. Et elle fait... Tout à fait. Et elle fait, comment dire, écho à une grande collection qui s'appelle la collection Gulbenkian, c'est ça? Qui elle aussi est partie au Portugal. Mais ce qui interpelle le plus dans cette histoire, c'est tout d'abord, vous trouverez ça, il y a une analyse qui a été faite dans le livre des actes d'art et art sur le ministère de la Culture, le numéro 5 d'art et art. Le problème qui est quand même un petit peu embêtant, mais je pense que chacun aura quelque chose à dire sur le sujet, ce qui m'a beaucoup interpellé dans cette histoire, c'est que Fourcade, qui est donc le maire de la ville où devait, s'installer la collection, lui-même a dit publiquement, ça a été repris d'ailleurs par la presse, qu'en fait, l'organisme qui a bloqué toute l'opération pendant 1 an, c'était le ministère de la Culture lui-même. Et le paradoxe, c'est que le ministre de la Culture était alors Jean-Jacques Ayagon, et que le deuxième paradoxe, c'est que ce ministre de la Culture était lui-même conseiller de François Pinault, et qu'il est encore conseiller de François Pinault pour la Fondation François Pinault. Donc quand même, ça pose beaucoup de questions, parce que on sait que l'État en France est un État qui est lourd, qui veut tout garder pour lui, mais là, il y a vraiment beaucoup de paradoxes. Comment un ministre de la Culture peut être en même temps un conseiller privé pour une donation privée, et comment peut-il bloquer et en même temps vouloir faire avancer? Et comment se fait-il qu'en plus, il envoie cette collection en Italie et qu'il continue à être conseiller de François Pinault en Italie? Voilà. Donc je trouve que c'est une histoire assez intéressante. Oui. Nous devions montrer le site des Russes. Oui, mais ce qu'on va peut-être faire, si vous le voulez bien, c'est poser des questions, faire les questions-réponses, et on montrera ensuite Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Non, pas de questions sur Pinault et le projet de fondation sur l'île Seguin? Vous n'oubliez pas le micro? Oui. Non, parce que vous disiez que Ayagon était partie prenante de manière, mais il me semblait, et c'est pas du tout pour abonder dans un autre sens, que il avait été sollicité par Venise dans sa relation en tant que conseil mais à la suite, il n'était déjà plus ministre. Non, mais il a toujours été. Ensuite, quand il a présenté, non, effectivement, il a été partie prenante. J'ai les dates, si vous voulez. Je peux vous les retrouver. Je ne savais pas. Non, j'ai toutes les dates. Je pensais que c'était ensuite. Quand j'ai suivi ça, de façon précise, parce que c'était un des rares... Mais il était parti... En fait, il a joué en tant que conseiller, effectivement, de Pinault, mais aussi en tant que... dans la transaction avec les Italiens. C'est ce que je disais, oui. Oui, dans les deux sens. Oui, ce qu'il dit. C'est ça le paradoxe. C'est qu'il y a deux discours, si vous voulez. Fourcade lui-même, parce que Fourcade a été très très attaqué, c'est-à-dire que lorsque Pinault a décidé de quitter la France, tous les médias, Le Monde, Libération, ont dit c'est de la faute du maire de la ville. Et des associations de riverains.
Et Fourcade lui-même a répliqué en disant, mais notre dossier, soyons clairs, alors j'ai tous les éléments, là j'essaie de vous retrouver le dossier, hein. Le ministère de la Culture lui-même a bloqué le dossier et il a dit, mais je n'ai pas j'essaie de vous retrouver le texte dans mon ordinateur, mais c'est pas toujours évident. Vous le trouverez dans le numéro 5 de la collection Art et Art, intitulé du ministère de la Culture. Comme d'habitude, il y a un grand titre et il y a un sous-titre qui pose une question. Ange gardien ou gardien de prison, point d'interrogation. Et il est traité du ministre Ayagon et notamment du fameux scandale François Pinault, puisque c'est un grand musée qui s'envole. Une autre question qu'on peut poser au sujet de cette collection quand même, c'est que c'est Fourcade qui avait comment dire, interrogé aussi les journalistes à ce sujet, c'est que personne ne sait ce qu'il y a vraiment dans cette collection. Alors j'ai essayé, au fur et à mesure de l'étude et du dépouillement des médias, de trouver que soi-disant il avait soi-disant tel Picasso, soi-disant tel Rauschenberg, soi-disant tel ceci, cela, pour essayer de faire, comment dire, un inventaire de la collection, mais il est quand même intéressant qu'en fait, on a parlé d'une fondation et d'une collection et on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Puisqu'aucun journaliste, il n'a jamais voulu dire ce qu'il y avait dans sa collection. C'est aussi un des grands paradoxes. Mais à la suite de cette affaire Pinault, est-ce que quelque chose a changé? Rien. Parce que ça va être très décourageant pour de futurs donateurs de se rendre compte que J'aurais une petite même question. Pinault n'est pas arrivé. Oui, c'est ça. Alors, ce qui a été flagrant pour les collectionneurs français, c'est qu'en effet, ils ont dit... moi, j'ai reçu énormément de courriers à cette époque en disant, décidément, on ne peut rien faire en France. Et d'ailleurs, beaucoup de journalistes l'ont dit. À ce propos, j'aurais une petite question à propos des États-Unis. Je voudrais savoir s'il y a l'équivalent d'un ministère de la Culture. Ça doit vous paraître un peu curieux. Il n'y a jamais eu de ministère de la Culture aux États-Unis. Et je pense qu'il n'y en aura jamais. Et je pense que ça doit vous paraître un peu bizarre, quoi, en France, d'avoir... C'est-à-dire, il y a dans l'esprit américain une sorte de méfiance d'un pouvoir d'État qui veut décider des questions de culture. Mais c'est tout récent, le ministère de la Culture en France, c'est tout récent. Ça remonte à la Ve République. Avant, il y avait le secrétariat d'État aux Beaux-Arts. Qui était d'ailleurs très efficace. Parce que contrairement à ce que l'on veut faire croire souvent les sociologues, le secrétariat d'État aux Beaux-Arts le plus efficace a été celui de Dujardin-Beaumetz, sauf erreur de ma part, en 1904, qui a obtenu un budget de l'État pour la culture, tenez-vous bien, de 4,6% du budget de l'État. Aussi, lorsque dans la Ve République, certains ministres faisaient les grands titres des journaux institutionnels en disant « nous avons atteint 1%, il faudrait quand même que les spécialistes refassent l'histoire de la France, parce que là, on est quand même... Et on se moque de cette période historique, mais n'oubliez pas que c'est toutes nos rues, tous nos jardins, Allez, Dujardin-Beaumetz, c'était un ministre qui était lui-même peintre. Il a été 7 ans ministre. Il a ouvert le prix de Rome aux femmes, et à l'époque le prix de Rome c'était très important, autrement on ne pouvait pas devenir artiste, être reconnu, et il a fait travailler énormément de sculpteurs, de peintres directement, c'est-à-dire qu'il a fait un gros travail, notamment dans le domaine des grands travaux. C'est comme ça qu'on a le pont Alexandre III, que tous nos jardins sont pleins on aime ou n'aime pas, beaucoup d'institutionnels disent que tout ceci c'est démodé, etc. Mais peu importe, il y avait de l'art dans nos rues, et le peuple, comme on l'appelait, ou le grand public, comme on l'appelle maintenant, se bousculait, notamment au Salon des Refusés, parce que l'art n'était pas coupé du monde à l'époque. Hein. Donc, moi je dis à quand à nouveau Dujardin-Beaumetz. Hein. Donc, c'était pour répondre à ta question, mais le National Endowment of the Arts dont parlait Catherine, c'est à peu près l'équivalent, sauf qu'il c'est pas un ministère. Mais le plus drôle, c'est que le grand avocat de l'ADAA, c'est-à-dire
Art Dealers Association of America, qui est le grand syndicat des marchands de tableaux américains, nous disait en mai 2005, lors d'une assemblée générale à New York, c'est dommage, nous rêvons d'avoir un ministère de la culture qui nous financerait. Alors je lui dis, écoutez, vous ne savez pas de quoi vous parlez, je vous en prie, ne me dites pas ça. D'autant plus que la culture a souvent été, disons, utilisée par des régimes. Tout à fait. Pas... Vous récupérez, j'appelle ça récupérer par le politique. Je voudrais rajouter une petite chose, les États-Unis c'est quand même un État fédéral, donc il me semble, mais peut-être vous allez me contredire, c'est tout ce qui concerne la culture ou l'éducation, ça relève de chaque État, et donc en fait l'influence du gouvernement fédéral devrait être insignifiant, non? Le rôle de l'État fédéral, c'est-à-dire en haut, il finance 2%. Y compris le National Gallery, etc. 2% du total. Les États financent 2%. Les localités, les municipalités, 6%. Et 50% du financement de l'art vient des rentrées, des revenus en quelque sorte. Et tout le reste, c'est-à-dire 40%, c'est privé. C'est les sociétés, c'est les fondations, c'est les individus, c'est les sociétés. D'autres termes, l'intervention publique est minime par rapport au privé. 10%, tout. Oui, 10%. Oui. Et au niveau fédéral, presque rien. Mais comme j'ai dit, c'est un peu plus important que pour ça à cause de ce phénomène de boule de neige. Quand le National Endowment for the Arts fait quelque chose, ça attire l'argent. Mais il n'y a pas une tentation de l'État fédéral, du gouvernement américain, un petit peu de mettre la main mise ou d'essayer d'influencer plus, ou est-ce que c'est vraiment tout à fait le contraire à l'esprit américain, d'intervenir dans certains domaines? Il y a toujours un débat à ce sujet, mais ça marche. C'est tellement dynamique et éclaté aux États-Unis que l'idée qu'il y aurait un président qui essaierait de donner un peu plus de moyens au National Endowment for the Arts pour qu'ils puissent influencer un petit peu plus, c'est pas intéressant politiquement. C'est ça. Oui. Alors, c'est trop divers, c'est trop incontrôlable, si vous voulez. Pour rebondir sur la réponse à la question de M. Dibon, je peux vous dire quand même que historiquement, le politique, même aux États-Unis, peut avoir un rôle à jouer. Notamment, il y a eu un épisode historique que personnellement je trouve extraordinaire, sur lequel je travaille depuis des années, mais c'est pas facile de trouver des documents. J'avais envie de travailler avec M. Mémon, Paul Mémon justement, parce que c'est aussi l'histoire de l'art et de l'architecture. C'est ce qu'on appelle le FDA, qui a eu lieu pendant le New Deal de Franklin Delano Roosevelt, donc en 1929. Le président de la République, et justement j'ai fait le parallèle, je ne sais plus dans quel livre, entre nos grands travaux et les grands travaux de Delano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Puisque par exemple, nous avons une grande période de chômage à partir de 84-85 jusqu'à aujourd'hui, à laquelle il a été répondu par rien. Je dis il a été répondu par Bouygues, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas répondu par... Comme vous le savez, il y a depuis 1951, c'est-à-dire depuis la 4e République, une loi qui fait que lorsque l'on construit un bâtiment en France, 1% du budget doit être alloué à un artiste, sculpteur, peintre, céramiste, qui devra avoir ce budget pour créer une œuvre au sein de l'établissement. Donc c'est la 4e République qui a fait ça. Donc on pouvait s'attendre, lors des grands travaux que l'on connaît, que tous les présidents ont fait de la 5e République, à ce que les 1% soient respectés. En fait, il semblerait que non. Alors, voilà comment Franklin Delano a répondu en 1929. Il a fait participer 8 millions de chômeurs à plus d'1 million de projets dans le domaine des travaux publics. C'est ainsi qu'ont été créés 125 000 ponts, 90 000 kilomètres de routes, 12 000 bâtiments et que 8 000 parcs ont vu le jour. Ça, je l'ai appris grâce à un artiste qui s'appelle Harold Lambellan, qui est sculpteur, qui participait.
et je cite le professeur Royot de l'Université de la Sorbonne, « Si le salaire mensuel de 41 $ paraît mince, mais on est en 1929, il réintègre dans la communauté une population désemparée. Sans être sacrifié, l'emploi des femmes reste cependant insuffisant, soit à peine 500 000 postes de travail dans les services de l'assistance publique pour des fonctions subalternes. Mais enfin, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que cette partie historique du FDA a permis l'éclosion de ce que l'on appelle maintenant l'école américaine, parce que, par exemple, Pollock et Diego de Rivera ont fait leurs armes en 1929. Voyez ? Et que là, on voit que le politique, même aux États-Unis, dans des périodes dramatiques, a su insuffler une force populaire. C'est le paradoxe, puisque nous sommes soi-disant dans des politiques pour le peuple, puisque l'État est soi-disant là pour le peuple, et en fait, on réalise que pas du tout. Hein, puisque, notamment sur une étude que j'ai pu faire sur la Ve République, on réalise qu'il y a un grand appauvrissement des artistes purs et durs, à part quelques officiels qui, eux, là, n'ont pas de problème, à partir de 1984. Vous voyez ? Donc le politique, même aux États-Unis, il peut intervenir. C'était pour répondre à votre question. Enfin, c'était des mesures d'exception pour une période exceptionnelle. C'était pour sortir de la dépression. Oui, pour sortir de la dépression, c'est très intelligent. Parce que nous sommes quand même, nous ne l'aurons pas, depuis 90, dans une période de dépression en France. Puisque nous sommes passés, nous étions, sauf erreur de ma part, en 1980, 4e en Europe sur 12, et que nous sommes passés, nous sommes de 10e, j'ai les chiffres exacts, si vous voulez. Hein. Donc, nous sommes résolument dans une période de dépression, mais il n'y a pas eu pas du tout de réaction politique. Au contraire, il y a eu même l'économique pure et dure au profit de l'État. Est-ce qu'aux États-Unis, la fréquentation des musées, qui est très importante en France, et de toutes les couches de la population, puisqu'on voit une affluence dans les musées qui concerne également les couches plus populaires. Est-ce que c'est le cas aux États-Unis? Je n'ai pas de chiffres. Ce que je vous dirais, ça serait plutôt anecdotique, et peut-être mon compatriote a une idée. Mais il me semble qu'il y a autant de monde et autant d'enfants dans les musées aux États-Unis que dans les musées en France. Même plus. Non? Même plus. Non, je ne parlais pas de cela. Je parlais des couches, les couches sociales diverses et les plus démunies. En fait, d'une certaine manière, on voit tout de même une influence dans les musées français. Il y a tout de même des études qui l'ont mis en évidence et on le voit. On voit effectivement, il y a peut-être moins d'incitation et loin de là, il n'y en a pas suffisamment, c'est vrai, pour les collections privées. Mais en ce qui concerne le travail réalisé dans les musées en France, il y a tout de même une ouverture pour des gens de toute catégorie. Est-ce que c'est le cas? C'est ma question. Est-ce que vous savez à New York comment ça se passe? Non, vous dites non. Non, mais je vous dis, est-ce que vous savez la question? Non, justement, je vous pose la question. Oui, non, mais je demandais à mon... parce que les couches, je ne peux pas vous dire quelles sont les couches sociales qui vont au musée. Bien sûr, gratuit en plus. What she means is the lower classes, are there measures for reduced entrance fees, that kind of thing? I don't think, je pense pas qu'il y a des tarifs réduits. Oh, you do in the Metropolitan Museum of Art, you know. I mean, it's free. Well, oui, en principe, on peut payer ce qu'on veut. Oui, you give whatever you want. Les choses plus amusantes pour cette question, il y était une expo au Guggenheim de motos et des vieux motos qui sont très beaux, magnifiques. Et il était un public qui est allé voir, et on voit beaucoup de motos et des gens avec le costaud, avec le Harley Davidson et le leather jacket, c'est tout ça qu'ils ont allé dans le musée de Guggenheim pour voir. Donc ça, this exhibition opened up to the museum a whole new population of people who probably had never been there before. It was great. Je crois que c'est une idée reçue, le fait que les Américains ne vont pas au musée et que toutes les couches sociales n'y vont pas.
Je voulais savoir si, par exemple, en France, bon, c'est vrai que, par exemple, dans le cadre de l'école, il y a tout de même des visites organisées par les instituteurs et voire les professeurs qui amènent les enfants. Moi, je n'ai pas été dans les musées américains depuis quelques années, donc aux États-Unis, que ce soit à Chicago, à New York ou ailleurs. Mais j'avais constaté à l'époque, mais c'est depuis lors le temps a passé, qu'effectivement, il y avait peut-être moins d'incitation à cette époque-là, et notamment pour des enfants et dans des endroits qui n'étaient pas forcément des écoles sélectionnées. On fait énormément, beaucoup pour les enfants. Ça s'est amélioré. Oui. Voilà. Et en fait, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est-à-dire que d'ailleurs, on a eu la dernière visioconférence avant celle-ci qui avait eu lieu le 31 janvier. On avait même une preuve par A plus B, mais ça, on le savait par les recherches qu'on a fait en sociologie de l'art. En fait, c'est plutôt l'inverse. Ce sont les États-Unis qui ont montré les chemins à la France. C'est-à-dire que, notamment Bernard Bachet montrait, il avait été invité, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a été invité par des écoles, justement, pilotes aux États-Unis, pour enseigner aux enfants la sculpture et la musique. Ils invitaient même des artistes, si vous voulez, hein, ce qu'on ne faisait pas du tout à l'époque. Hein. C'est vrai que Malraux a beaucoup fait à une période historique, mais en fait, les Américains ont toujours été très dynamiques et les couches sociales, contrairement à ce que l'on pourrait penser, sont variées. Et c'est très bien organisé aussi. Mais c'est intéressant quand on fait l'analyse comparative des musées. Moi-même, j'étais surprise parce que j'avais été éduquée dans l'idée que la France, on était les meilleurs au monde, on était tellement intelligents, on avait un ministère de la Culture, donc j'ai toujours baigné là-dedans. Et c'est en voyageant et en étudiant que j'ai réalisé qu'il y avait des idées reçues, et par exemple que les Allemands ont beaucoup plus de musées que nous, et qu'il y a une bien plus grande fréquentation en Allemagne qu'en France, par exemple. Vous voyez ? Alors qu'on souvent s'imagine que nous sommes plus privés. Ouais. Je lève le doigt, c'est l'école qui m'a formaté à ça. Mais à Londres, en fait, la National Gallery, les musées sont gratuits. Oui. Et c'est amusant de voir comme les Anglais ont une perception de l'art en France, alors que nous, pas du tout. On ne perçoit les Anglais que par la cuisine anglaise, les films anglais, alors que eux connaissent Van Gogh et qui peuvent nous décrire des peintures de Van Gogh que nous, on ne connaît pas forcément. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a tendance à toujours s'imaginer qu'on est le centre du monde et que nous sommes les seuls à nous y connaître en art, et c'est faux. Parce que l'on aille aux États-Unis, quand on voyage aux États-Unis, quand on vit aux États-Unis, on réalise, même si Kathleen dit qu'il n'y a que 200 ans d'histoire, je vais vous dire honnêtement, si je me suis intéressée à l'art, c'est grâce à New York et aux États-Unis. C'est pas grâce à la France. Parce que là-bas, tout concourt pour vous donner envie de vous investir dans ce domaine. Vous voyez ? Alors qu'ici, c'est plutôt, entre guillemets, une élite. Oui, j'ai juste une petite question. J'aimerais bien connaître un peu, les prix, d'entrée dans les musées, donc aux États-Unis par rapport à la France, parce qu'on constate quand même que c'est quand même la France est très très chère. Donc, si vous voulez aller avec une famille, ça a toute la peau des fesses, comme on dit en bon français. Donc, peut-être vous pouvez éclairer ma lanterne là-dessus. Est-ce que il y a des musées gratuits? Alors, comme je disais, excusez-moi, mais je l'ai dit en anglais peut-être, Metropolitan, par exemple, qui est l'équivalent de notre Louvre, c'est gratuit. Comme elle disait, à Londres. Hein. Il y a toute la pléiade, toute une liste incroyable de réductions, pardon? Dans les voyages, quand on va en Amérique, dans le budget culture, c'est pas trop cher pour visiter, pour accéder à tout. Alors que nous, il y a un élitisme, j'irais exacerbé, je suis d'accord avec vous. Mais c'est l'élitisme par l'argent, parce que lorsque vous allez, par exemple, une grande exposition, en fait, que j'ai eu le plaisir de voir, par exemple, sur la mélancolie, l'entrée était 9 €. Moi, je suis désolé, mais enfin, ça confine un peu, presque au raclette ou l'élitisme. Tout à fait. Et je suis très surpris parce que, moi, je connais d'autres pays européens où les prix sont beaucoup plus modiques. Je suis d'accord. Ils font des cartes d'abonnement. Je ne sais pas si il y a vraiment des accès aux jeunes, par contre. Moi, j'ai la carte Sésame pour le Grand Palais, c'est 22 €. Et quand je veux aller voir l'exposition Philips au Sénat, c'est 13 € pour une exposition. C'est très cher. C'est hors de prix. Enfin, moi, étudiante, je ne peux pas m'offrir la collection Philips. Voilà, mais même 22 €, il y a des, parce que votre papa aime beaucoup l'art, etc. Mais
vous avez vécu dans un milieu un peu privilégié, avec des gens qui s'intéressent à ça, mais Madame évoquait à juste titre le fait que des personnes, notamment dans le monde de l'art, une étude sociologique sur l'origine des artistes, pas ceux qui disent qu'ils sont artistes, mais ceux qui sont devenus des grands artistes, nous prouve bien qu'en France, l'art sort de nulle part. C'est-à-dire que on ne devient pas un grand peintre parce qu'on est fils de bourgeois. On peut sortir de tous les milieux. Bon. Donc, en effet, il est nécessaire que n'importe qui puisse avoir accès au musée. Et sauf erreur de ma part, j'ai pu constater que à l'étranger, États-Unis, Angleterre, Allemagne, Europe en règle générale, c'est beaucoup moins cher qu'en France, où depuis 20 ans, il y a une surenchère pour faire de la visite au musée une espèce de sortie sociale où on dit « Regardez comme je suis intelligent, regardez comme je suis cultivé. Au dernier dîner en ville, avez-vous vu la dernière exposition un tel ?» Ça veut dire qu'on a réservé, qu'on a payé par carte de crédit. C'est ridicule, c'est fermer l'art au... Voilà. On a payé, on fait la queue quand même. Voilà, en plus. Et en plus, et ça coûte un peu plus cher de réserver. Voilà, comme pour le train. Enfin, donc c'est une anomalie. C'est à mon avis, je le dis ici à l'université, parce qu'on a le droit de dire ce qu'on veut à l'université, c'est une très, très, très mauvaise politique. Oui, et en plus, c'est un peu paradoxal, puisque nous avons un ministère de la Culture. Voilà, c'est ça. C'est là où, si vous voulez, je me suis permis de travailler là-dessus pour dire, on a un ministère de la Culture qui est devenu plus marchand que les marchands. Et les marchands, comme il n'y a plus de marché, doivent devenir mécènes. Donc depuis 20 ans. Donc on est dans des anachronismes. À la limite, ça fonctionnait. On dirait pas de problème. Mais quand on voit que les marchés de l'art dans les pays européens, autres que la France, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre, l'Allemagne, sont florissants non seulement pour l'art du passé, mais l'art vivant, que c'est pareil aux États-Unis. Donc nous avons une politique culturelle qui est incohérente et qu'il faut changer. On peut donner l'exemple de cette exposition au Japon à laquelle nous avons participé, le siècle d'or espagnol. C'était la première fois depuis la guerre civile que le musée du Prado avait autorisé la sortie des plus grandes pièces qu'il avait, et un certain nombre de musées français avaient donné également, sur ce même thème, l'autorisation à leur toile d'aller au Japon. Qui avait financé au Japon ? Eh bien, c'était les grands magasins Daimaru. Ah oui. Alors que sa première exposition, qui a eu lieu à Tokyo, avait eu lieu dans un musée national. Et qui était le co-patron de cette exposition? C'était le journal Mainichi. Donc, ces deux organismes, Daimaru, le grand magasin, Mainichi, le journal, et l'accueil qui était celui du musée, je crois, d'art de Tokyo, Oui. Constitue une ternarité extrêmement féconde. Et c'était au Japon que la première fois, depuis tant d'années, et peut-être depuis toujours, la princesse Marguerite, par exemple, avait été. Oui, tout à fait. Et ça n'avait pas coûté un sou aux contribuables japonais. Mais les Japonais sont très très forts dans ce domaine. Par contre, il semblerait que malheureusement, parce qu'il y avait Mitsukoshi aussi, il y avait Daimaru, il y avait Mitsukoshi, il y avait Seibu aussi qui avait une très bonne politique. Et malheureusement, il semblerait qu'ils soient en train de revoir ça à la baisse. Mais ça, c'est pour des questions purement économiques. Mais tout à fait, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je remercie Catherine de Carbuccia, grâce à laquelle on a pu apprendre quand même des choses intéressantes sur l'esprit américain dans le domaine de l'art et de la culture. Je vous dis donc à très bientôt, le 21 mars.